Hello, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va nous permettre de faire un petit pas de plus sur le chapitre de la nutrition. La toute dernière fois, on s'est posé une question. On s'est demandé pourquoi les régimes sont voués à l'échec. Pourquoi, après avoir suivi un régime, 95% des personnes finissent par reprendre tout le poids perdu. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin. On va se demander finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les mécanismes scientifiques qu'il y a derrière la perte de poids pour que celle-ci soit durable et que tu ne retombes pas dans ces régimes yo-yo comme 95% des personnes? Et pour s'intéresser à ce sujet, on va commencer à parler de physique. De physique et plus particulièrement de conservation des masses. Tu en as peut-être déjà entendu parler à l'école. On va revenir sur ce principe-là. Qu'est-ce qu'il dit que ce principe? Il dit que, en physique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Si on essaye de l'appliquer dans la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, la perte de poids ou la prise de masse musculaire, qu'est-ce que ça peut bien signifier? Ça signifie que la masse d'un être humain, si elle change sur une période donnée, c'est que durant cette période, soit ta masse a été transformée en énergie, soit de l'énergie a été accumulée pour se transformer en masse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu ne donnes pas assez à manger à ton corps, il va utiliser une partie de ta masse, une partie de ton poids, si je vulgarise, pour créer de l'énergie et pouvoir répondre à ses besoins quotidiens. Si inversement, tu apportes plus que nécessaire par l'alimentation, donc plus d'énergie que nécessaire par l'alimentation, une partie de cette énergie ne va pas être utilisée, mais elle va être du coup stockée par ton corps. Donc soit il utilise l'énergie, soit il la stocke, mais dans tous les cas, l'énergie ne disparaît pas. Elle est utilisée ou stockée. D'accord? Ça, c'est une loi universelle qui régit le métabolisme. Du coup, la question derrière, c'est finalement, puisqu'on parle de stocker l'énergie, comment cette énergie est stockée dans le corps? Le corps, il va stocker l'énergie de deux façons différentes. Soit il va stocker l'énergie sous la forme de glycogène. Donc le glycogène, globalement, c'est ton glucose qui va être stocké dans le foie ou dans les muscles. Donc, sachant qu'aujourd'hui, ton foie il est en capacité de stocker environ 300 à 400 grammes de glucides et tes muscles sont en capacité de stocker environ 400 grammes de glucides. Sachant, on l'a dit précédemment, que 1 gramme de glucides, ça fait environ 4, ça fait même pas environ, ça fait 4 kilocalories. Bah, du coup, ça veut dire que si on met bout à bout tout ça, au maximum, ton corps, il est en capacité de stocker 4000 calories sous la forme de glycogène. Par contre, si on prend les lipides, la masse grasse, là, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite parce que ton corps, il est en capacité de stocker finalement cette masse grasse partout. Absolument partout. Si on prend un exemple ici, un homme, par exemple, qui fait environ 80 kg et qui a un pourcentage de masse grasse de 15% environ, il stocke environ 94 000 calories de graisse. Donc c'est un réservoir d'énergie gigantesque. Donc
4000 calories sous la forme à peu près de glycogène, 94 000 sous la forme de graisse, et ça peut être beaucoup plus que ça si la personne a un surpoids, parce que là on parle en plus de quelqu'un qui n'a que 15% de masse grasse. Donc ça peut être beaucoup plus que ça si on est dans une situation de surpoids, une situation d'obésité, ça veut dire qu'il y a énormément de calories cumulées sous la forme de graisse. Ça veut dire aussi que si tu veux perdre cette graisse, c'est 94 000 calories qu'il va falloir brûler d'une manière ou d'une autre. Tu comprends aussi du coup que ça ne se perd pas en 2 jours. Glucides, lipides, il y a souvent une question ici sur ce sujet-là en se demandant s'il est pertinent de manger plus des glucides, de manger plus de lipides. En fait, ce qu'il faut bien comprendre derrière tout ça, c'est que ton corps, en fait, il va s'adapter. Si tu as tendance à consommer plus de glucides, ton corps, il va du coup avoir tendance à préférer le glucose et du coup à stocker plus facilement les graisses. Donc si tu commences à manger des lipides, tu vas stocker plus facilement les lipides et comme ton chemin préférentiel c'est les glucides, il va tendance à utiliser plus facilement, à être plus efficace à brûler le glucose. Ton corps s'est simplement adapté à l'énergie que tu avais l'habitude de lui donner au quotidien. Inversement, si tu as tendance à lui donner moins de glucides, à le nourrir plus par des lipides, bah, il va être plus efficace pour métaboliser les lipides. Pour autant, comme tu auras à la fois les lipides que tu vas lui apporter par l'alimentation et les lipides que tu as déjà stockés, ça va faire finalement beaucoup de lipides quand même pour lui et il va tendance quand même à stocker cet excès de lipides sous la forme de gras. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre derrière tout ça, c'est que tu nourrisses ton corps par des glucides ou que tu nourrisses ton corps par l'intermédiaire des lipides. La seule chose qui va vraiment compter ici, c'est la balance énergétique. Et de dire que peu importe que tu nourrisses ton corps plus par des glucides ou par des lipides, si tu apportes par ton alimentation moins de calories que ce que ton corps demande, tu vas perdre du gras. Si inversement tu apportes trop de calories par rapport à tes besoins quotidiens, le corps va stocker du gras. On en revient à la conservation des masses. Ce que tu n'utilises pas comme énergie, le corps le stocke. Si tu ne donnes pas assez d'énergie à ton corps par l'alimentation, le corps va aller chercher de l'énergie ailleurs et il va la chercher soit dans le glycogène, mais on a vu qu'on n'en avait pas tant que ça dans les réserves, soit dans le tissu adipeux, où là on a un stock très important d'énergie. Quand on parle de dépenses énergétiques, on va décomposer un petit peu tout ça, parce qu'en fait dans la dépense énergétique, il y a pas mal de choses. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que donc, le métabolisme, on en a déjà parlé sur les précédentes vidéos, il est composé de 4 éléments essentiels. Le métabolisme de base, le NEAT, l'IT et l'effet thermique des aliments. On va décomposer un petit peu tout ça. Mais je t'ai mis un petit schéma ici pour comprendre qu'en fait, sur ta dépense énergétique globale, le métabolisme de base va représenter 70% de ta dépense énergétique globale, ce qui est énorme. Le NEAT, donc la thermogénèse qui est liée à l'activité, mais l'activité qui n'est pas un exercice physique, le NEAT va représenter 15% de ta dépense globale. L'activité physique, donc le sport, va représenter seulement 5% de ta dépense, 10% maximum si tu es vraiment un sportif qui fait beaucoup de sport, et le reste, ça va être la thermogénèse quand tu manges des aliments. On va détailler un petit peu tout ça. Le métabolisme de base, donc ce qui représente finalement 70% de ta dépense énergétique. Le métabolisme de base, c'est l'énergie que ton corps va brûler pour assurer toutes les fonctions vitales. Donc, tu respires, ton cœur bat,
tu as une homéostasie qui se fait dans ton corps pour maintenir une température corporelle, pour maintenir un pH, tout ce qu'on a abordé déjà sur une précédente vidéo. Tu as tout un fonctionnement qui se fait dans ton corps, même quand tu n'as pas d'activité physique, même quand tu dors. Tu dors, tu continues à respirer, ton cœur continue à battre, etc., etc. C'est ton métabolisme de base. D'accord? Tous tes organes utilisent de l'énergie pour fonctionner. Ton cœur utilise de l'énergie, ton foie utilise de l'énergie, tes reins utilisent de l'énergie, tes poumons utilisent de l'énergie, ton estomac utilise de l'énergie, tes muscles utilisent de l'énergie. En fait, tout utilise de l'énergie. Après, tout n'utilise pas de l'énergie à la même hauteur. Je t'ai donné quelques chiffres ici pour que tu puisses te rendre compte. Le gras, ton tissu adipeux. 1 kg de ton tissu adipeux consomme environ 4,5 kilocalories par jour. Donc tu vas consommer dans l'énergie que tu apportes par ton alimentation uniquement 4,5 kilocalories par kilo de tissu adipeux. Donc si dans ton corps tu as par exemple 20 kg de tissu adipeux, tu fais 20 fois 4,5 et tu auras ta dépense calorique qui est liée au fait que tu aies un tissu adipeux de 20 kg à peu près dans ton corps. Ça, c'est la dépense calorique que tu as, peu importe ce que tu fais, même quand tu es en train de dormir, ce sera une dépense calorique. Le muscle, il va dépenser plus. Le muscle est plus énergivore. Le muscle, c'est 1 kg de muscle, 13 kilocalories dépensées par jour. Donc le muscle, c'est, allez, 3 fois plus de dépenses énergétiques que le gras. C'est pour ça que, et je l'avais soulevé un peu sur une vidéo précédente, c'est pour ça que le muscle est plus difficile à fabriquer que le gras. Parce que pour le corps, c'est énergivore le muscle. Et qui dit énergivore dit que c'est un problème peut-être. Parce qu'encore une fois, ton corps, il est programmé pour survivre. Et survivre, c'est à la fois s'alimenter et dépenser le moins d'énergie possible. Donc si on veut dépenser le moins d'énergie possible, mieux vaut ne pas être trop musclé. Du coup, encore une fois, tu prends l'exemple de la personne qui est alitée suite à une opération qui reste à l'hôpital 15 jours, 3 semaines. Cette personne-là va voir sa masse musculaire fondre. On est exactement dans cette problématique-là. Le muscle ne sert à rien, il est supprimé. Donc il faut se battre pour aller chercher le muscle. Il faut vraiment dire au corps, on veut du muscle supplémentaire. D'où les notions d'intensité que j'évoquais précédemment. Il faut vraiment montrer au corps qu'on a vraiment besoin de muscles. Le tissu cérébral, c'est 240 kilocalories par jour pour 1 kg de tissu cérébral. Bon, malheureusement, tu ne peux pas avoir 40 kg de tissu cérébral dans ton corps, hein, tu n'as pas un cerveau qui est comme ça. Sinon, ce serait génial, tu perdrais effectivement énormément de calories, tu brûlerais énormément de calories, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, ton cerveau, il n'est pas très gros en soi, il ne prend pas beaucoup de masse par rapport à ton muscle, mais il est hyper énergivore. Ton cerveau a vraiment besoin d'être alimenté. Ça, c'est hyper important. Si tu te sous-alimentes, c'est comme ça que tu te retrouves dans le brouillard, entre guillemets, brouillard mental, parce que ton cerveau a besoin d'être alimenté. Ton muscle cardiaque également. Ton muscle cardiaque est très gourmand. 440 calories pour 1 kg de muscle cardiaque. Donc on voit que là, il y a pas mal de différences en fonction finalement des organes. Tous les organes ne sont pas aussi gourmands l'un que l'autre, mais dans tous les cas, tous tes organes vont te demander de l'énergie simplement pour fonctionner. Donc même quand tu dors, même quand tu es assis sur une chaise, même quand tu es sédentaire, même quand tu es dans ton canapé en train de regarder une série Netflix, bonne nouvelle, tu brûles des calories. Par contre, tu brûleras plus de calories, on le voit ici, si tu es plus musclé que si tu es gros. On va peut-être essayer de faire un peu de muscle. Donc ça, c'est le métabolisme de base. Ensuite, on a dit, on a 3 autres piliers qui vont nous permettre d'intervenir sur notre dépense énergétique. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle le NEAT. Donc le NEAT, pour rappel, c'est la thermogénèse d'activité non liée à l'exercice. Donc l'exercice, c'est le sport. Donc qu'est-ce que tu peux faire comme activité qui n'est pas du sport? Tu vas marcher. C'est une activité qui n'est pas du sport en soi. Alors sauf la marche sportive, mais c'est un cas à part. Mais disons que tu vas te promener, c'est une activité.
Tu fais le ménage, c'est une activité. Tu fais les courses, c'est une activité. Tu fais du jardinage, c'est une activité. Tout ce que tu vas faire au quotidien qui font que tu vas bouger, que tu vas te dépenser, va être pris en ligne de compte dans ce qu'on appelle le NEAT. Et le NEAT, on l'a vu tout à l'heure, ça peut représenter une bonne dépense calorique. Je te remets le petit schéma. On a dit, le NEAT, c'est 15% de ta dépense énergétique. C'est le deuxième poste après le métabolisme de base. Donc si tu veux dépenser de l'énergie, si tu veux brûler du gras, pense tout de suite NEAT. Avant même de penser, je dois aller à la salle de sport pour faire du sport, pour me dépenser, pour faire de l'exercice, pour courir sur un tapis. Non, non. Premier réflexe, bouge. Bouge le plus possible au quotidien. Ça, c'est la première chose à adopter. Donc, le NEAT. Ensuite, tu as ce qu'on appelle l'effet thermique des aliments. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand tu manges, ton corps, il va utiliser de l'énergie pour pouvoir digérer, absorber, utiliser, métaboliser les aliments qu'il va ingérer. Ça ne fonctionne pas sans énergie. Le corps, il a besoin de travailler finalement pour pouvoir utiliser ce que tu vas lui donner à manger. Le transformer en micronutriments, le transformer en macronutriments pour nourrir l'ensemble de l'organisme. Tout ça, ça demande de l'énergie. Mais l'énergie demandée ne va pas être la même selon ce que tu donnes à manger à ton corps. Pourquoi? Parce que il y a des macronutriments qui demandent plus d'efforts à ton corps que d'autres pour être digérés, métabolisés. Les protéines demandent 20 à 30% d'énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu manges 100 grammes de protéines, sur les 100 grammes que tu vas manger, 20 à 30 grammes de ces 100 grammes seront utilisés uniquement pour métaboliser ce que tu viens de lui donner à manger. Donc finalement, sur les 100 grammes de protéines, tu en as 80-70% qui, quoi qu'il arrive, ne seront pas utilisés pour tes muscles, ne sont pas utilisés pour ta reconstruction cellulaire, c'est juste utilisé pour digérer. Si tu manges des glucides, c'est 5 à 10% des glucides qui sont utilisés pour effectuer cette opération de digestion, métabolisation. Les lipides, c'est uniquement 1 à 3%, c'est très peu. Ça veut dire quoi? Si on essaie d'extrapoler un peu. Ça veut dire que si tu souhaites perdre du poids, tu vas avoir la possibilité de manger plus si ton apport calorique se fait en grande partie par les protéines. Parce qu'on sait que du coup, une bonne partie de cette énergie va déjà être utilisée simplement pour cette opération de digestion. Si par contre ton apport calorique se fait essentiellement par les lipides, là il faudra faire un peu plus attention parce que là, ça va être moins coûteux et du coup, tu risques potentiellement de stocker plus rapidement. D'accord? Donc ça, c'est l'effet thermique des aliments. Et on a ensuite, enfin, ce que tout le monde connaît, c'est l'exercice, ce qu'on appelle l'exercice volontaire, ce qu'on appelle également le HIIT, l'activité thermogénique liée à l'exercice. Donc là, c'est ta dépense calorique quand tu fais du sport, quand tu vas courir, quand tu vas faire un tennis, quand tu vas faire une séance de musculation, que tu vas à la piscine pour nager. Tout ça, c'est un exercice physique volontaire qui engendre une dépense calorique. Forcément, cette dépense calorique, elle va être très variable en fonction de l'intensité de ton effort et en fonction de la durée de ton effort. On comprend bien que quelqu'un qui va faire, je ne sais pas, une partie de pétanque, quelqu'un qui va faire un tennis qui dure 3 heures, quelqu'un qui va faire une séance de musculation qui dure 1 heure et quelqu'un qui va faire un marathon ou un Ironman ne vont pas du tout avoir la même dépense calorique. Mais globalement, si tu es comme la majorité des Français, que tu as une activité qui est relativement modérée, donc on va dire peut-être, je ne sais pas, que tu fais 3 séances d'1 heure de sport dans la semaine,
tu ne vas pas avoir une grosse dépense énergétique dans la semaine. En tout cas, pas liée à l'activité physique. Une séance de musculation, par exemple, dis-toi que ça peut être 300-400 calories de dépensées. 300-400 calories de dépensées. Alors que dans ta journée, peut-être que tu vas manger 2000 calories. Le gap, il est encore important. D'accord? Donc, l'exercice est important, mais il n'est pas forcément important pour aller brûler du gras. Il va être important pour d'autres objectifs. Par exemple, développer ta masse musculaire. Parce que si tu développes ta masse musculaire, tu vas augmenter ton métabolisme de base, tu vas rendre ton métabolisme plus efficace à brûler du gras parce que il va consommer plus d'énergie au quotidien de par son simple fonctionnement. D'accord? C'est bien ça qu'il faut comprendre. À partir de là, si on fait une opération mathématique, c'est très basique. La formule, c'est la dépense calorique journalière totale, c'est ton métabolisme de base, plus le NEAT, donc l'activité qui n'est pas du sport, donc l'énergie que tu dépenses quand tu fais de la marche, l'escalier, etc., plus la dépense énergétique qui est liée à l'exercice physique, plus l'effet thermique des aliments que tu manges. Tout ça, c'est ta dépense énergétique de la journée. D'accord? Qu'on comprenne bien, la dépense énergétique, c'est pas juste aller faire du sport, c'est tout ça. Et finalement, aller faire du sport, on l'a vu, c'est 5-10% grand maximum de ta dépense énergétique. Et ce qu'il faut bien comprendre, parce que sur les réseaux, il y a beaucoup d'influenceurs, beaucoup même de coachs qui vont dire que peu importe finalement les calories mangées, peu importe les calories dépensées, il faut arrêter de s'embêter à compter les calories, etc. Alors oui, on peut arrêter de s'embêter à compter les calories. Pour autant, il y a un modèle qui est certain, c'est qu'on est sur un modèle en balance et que ton corps, conservation des masses, sera toujours la résultante de cet équilibre entre les calories que tu manges, les calories que tu dépenses. On peut tourner le problème dans tous les sens. À un moment donné, si tu manges plus que ce que ton corps dépense via sa dépense calorique journalière totale, tu vas prendre du poids. Si inversement, tu dépenses plus d'énergie que ce que tu manges, tu vas perdre du poids. C'est mathématique. Alors, c'est mathématique. Pour autant, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que il y a deux principes qui vont être hyper importants pour t'assurer le succès. Ces deux principes vont être la constance et le suivi rigoureux. Pourquoi ça va être important? Ça va être important parce qu'il faut voir finalement ton objectif comme cette cible. Ce que tu souhaites, toi, c'est atteindre le centre de la cible, là où tu vas marquer le plus de points. Le centre de la cible, pour toi, c'est la perte de poids ou la prise de muscle, encore une fois, si c'est une prise de muscle qu'on souhaite avoir. Mais mettons que ce soit une perte de poids. Ton objectif, ça va être de dire, par exemple, je souhaite avoir je sais pas, par exemple, un déficit calorique d'environ 250 calories. Donc le déficit calorique, c'est ta différence, toujours la balance, entre ce que tu manges et ce que tu dépenses. Donc si tu es en déficit calorique de 250 calories, c'est que tu as mangé 250 calories de moins que ce que tu as dépensé. Donc ça, c'est la théorie. C'est ce que tu imagines, c'est ta flèche verte, tu dis, bam, je suis là-dedans, 250, du coup, je vais perdre du poids. Le problème, c'est qu'en pensant viser vert, tu vas viser rouge. Tu vas être un petit peu à côté. Pourquoi tu vas être un petit peu à côté? Parce qu'en fait, c'est un petit peu plus complexe que ça. Pourquoi c'est plus complexe que ça? Parce qu'il y a beaucoup d'aléas. Quels sont ces aléas? Déjà, il y a des marges d'erreur. Si tu es amené à compter tes calories, avec quelle précision tu vas vraiment compter tes calories? Est-ce que tu pèses vraiment absolument tout ce que tu mets dans ton assiette? Est-ce que tu pèses vraiment le beurre, par exemple, qui t'a servi à faire cuire ta viande dans la poêle?
Est-ce que tu verses vraiment ton huile que tu as mis sur ta salade? Si jamais tu le pèses, est-ce que tu as vraiment été précis quand tu l'as pesé? Par exemple, quand tu as mis une cuillère d'huile, ta cuillère elle était pleine à ras-bord? Elle était pleine à deux tiers? Est-ce qu'à chaque fois tu te sers vraiment la même quantité d'huile dans la cuillère? Déjà, tu vois là, on a déjà une première petite approximation. Et puis après, quel outil tu utilises pour calculer finalement à quoi ça correspond en termes de calories, à quoi ça correspond en termes de protéines, de glucides et de lipides? Tu vas utiliser une application que tu as trouvée sur Internet qui va te permettre d'avoir finalement peut-être pour ton aliment, en fonction du poids de cet aliment, un calcul de calories, un calcul en nombre de protéines, un calcul en nombre de glucides, un calcul en nombre de lipides. Mais à quel point cet outil est fiable? Aujourd'hui, je te donne un exemple. Moi, j'utilise un outil qui s'appelle MyFitnessPal, qui est un outil qui est assez réputé sur le marché, qui nous permet, quand tu scannes un produit, d'avoir automatiquement sa composition et pouvoir, en fonction du poids de ce que tu mets dans ton assiette, savoir combien de calories ça fait, combien de protéines, combien de lipides, combien de glucides. C'est top. Sauf que, finalement, tout ça, ça fonctionne sur la déclaration des personnes qui étaient là avant toi, qui ont rencontré ce produit avant toi et qui ont saisi logiquement ce qu'ils ont trouvé sur le paquet. Ils ont rempli ce qu'on lit à l'arrière du paquet, les calories, les glucides, les lipides, etc. Est-ce qu'ils ont tout bien saisi juste? Est-ce qu'il n'y a pas des erreurs? Et si jamais il n'y a pas de code barre sur ton paquet, que tu ne peux pas scanner le code barre, et finalement tu dois retrouver approximativement ton produit dans ton outil. Je sais pas, tu vas t'acheter par exemple des pâtes en vrac. Tu n'as pas de code barre. Du coup, tu vas aller dans l'appli, tu vas dire, tiens, je me suis acheté par exemple des penne que j'ai pesé cru. Tu tapes dans l'application, puis tu vas voir une liste apparaître avec plein de penne crus, tout ce qui a été saisi par les personnes avant toi, et tu te rends compte que tout le monde n'a pas saisi exactement la même chose. Alors, les écarts sont pas monstrueux parce que forcément sur les pâtes, on est à peu près sur les mêmes valeurs caloriques, mais pour autant, tu as des petits écarts. Et puis l'écart peut être plus important. Admettons, tu te fais un hamburger. Tu veux pas t'embêter à décomposer ton hamburger, tu dis ah, je me suis fait un hamburger, mon hamburger il pèse tant de grammes. Ouais, mais selon comment tu fais ton hamburger il peut très bien faire 300 calories comme il peut en faire 1500. L'écart il est énorme. Donc tu vois que il peut y avoir plus ou moins d'erreurs finalement dans les décomptes que tu vas faire. Et puis après, au-delà des décomptes que tu vas faire sur ton alimentation, il y a aussi des marges d'erreur sur le fonctionnement de ton corps. À quel point, par exemple, ton métabolisme il est performant. On a dit, rappelle-toi, vidéo sur les 3 piliers du métabolisme. On sait que l'inflammation, que le stress chronique, que la résistance à l'insuline sont des problématiques qui, à terme, peuvent engendrer un métabolisme moins performant. Et du coup, métabolisme performant, c'est un métabolisme qui brûle moins d'énergie au quotidien. Inversement, un métabolisme qui performe voit ça comme l'AX et la Porsche. Il y en a un des deux qui va consommer un peu plus. D'accord? C'est exactement pareil. À quel point ton métabolisme il brûle. Quand tu vas marcher, ton NIT, quelle dépense calorique il y a derrière tout ça? Combien de calories tu as brûlé quand tu as été marcher? C'est très variable. Ça dépend de la durée, ça dépend de la vitesse à laquelle tu as marché. Difficile à dire. Pareil, combien de calories tu brûles quand tu jardines, quand tu fais la vaisselle? Difficile à dire aussi. Donc, et là, je t'ai cité d'autres éléments, je ne vais pas tout te détailler, mais pour que tu comprennes le principe, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a quand même de la marge. Il y a une marge d'erreur entre ce que tu estimes consommer, ce que tu estimes être ta dépense calorique journalière et la réalité. Et c'est pour ça que c'est hyper important à la fois d'être constant dans son suivi, mais surtout d'avoir un suivi rigoureux. Parce que le fait d'être rigoureux va te permettre de faire des réajustements, c'est-à-dire de bouger un petit peu finalement pour pouvoir ajuster. Tu vois, c'est le petit vent que tu as quand tu veux toucher le centre de la cible, eh bien tu vas ajuster un petit peu, pas à pas, pour te rapprocher de la cible. Bah là, ça va être ça. Comment tu vas pouvoir ajuster? Bah, tu vas déjà ajuster en faisant bien ces mesures-là quand même, de combien de calories tu
penses avoir mangé le lundi, combien de calories tu penses avoir mangé le mardi, le mercredi, etc. Tu vas te peser pour voir quel impact ça a sur ta balance. Tu prends du poids, tu perds du poids, c'est stable. Tu fais ça sur plusieurs jours. Tu prends des photos aussi, des mensurations pour voir un peu comment tout ça évolue. Tu fais ça sur plusieurs jours sans paniquer parce qu'encore une fois, le poids, il évolue tous les jours pour plein de raisons. On en reparlera, mais globalement, le poids évolue tous les jours, donc pas de panique. Mais tu regardes ça sur 10 jours, sur 15 jours, peut-être même 3 semaines. Et puis, en fonction de ce suivi que tu as fait sur 1, 2, 3 semaines, tu vas du coup là avoir une certaine moyenne, une certaine tendance qui va te permettre de prendre une décision. Si tu vois que sur 3 semaines, même si ton poids tous les jours il ne descend pas, mais que sur 3 semaines ton poids il est descendu comme tu l'attendais, continue. C'est que malgré les approximations, tout va bien. Si ton poids il est stable, ou même que tu as repris du poids alors que tu espérais en perdre, ça veut dire que là il va falloir ajuster. Et pour ajuster, balance, il y a 2 façons d'ajuster. Soit tu augmentes ta dépense énergétique, donc tu ne peux pas faire grand-chose pour ton métabolisme, mais par contre tu peux augmenter ta dépense via le sport, tu peux augmenter ta dépense par le mouvement quotidien, le NEAT, et tu peux augmenter ta dépense par ta digestion. Si tu manges plus de protéines, moins de lipides, on l'a vu, tu vas augmenter ta dépense. Donc tu peux jouer sur les dépenses, tu peux jouer sur l'apport calorique. Potentiellement réduire un peu l'apport calorique s'il était trop important. Dans tous les cas, moi ce que je te conseillerais, c'est avant de diminuer les apports caloriques, c'est d'augmenter les dépenses. Clairement, ton métabolisme, il a besoin d'énergie pour fonctionner. Il a besoin de manger. Si il se sent sevré, s'il est stressé, comme on l'a déjà dit précédemment, il va être moins performant. Avant de t'enfermer dans un cycle où tu diminues le poids, tu diminues le poids, tu diminues tu diminues ton apport énergétique, mieux vaut augmenter sa dépense. En augmentant ta dépense, la balance va repencher du bon côté et tu vas perdre du poids sans avoir touché à tes apports caloriques. C'est beaucoup plus pertinent. D'accord ? Donc fais de la musculation pour augmenter ta masse musculaire, bouge au quotidien pour augmenter ta dépense, mange des protéines. Voilà. Concentre-toi avant tout sur les dépenses. Et si après, sur les dépenses, tu es au taquet, tu as fait tout ce qu'il fallait et que le poids ne descend pas exactement comme tu veux, là, ouais, peut-être descends un petit peu. Peut-être que tu as quand même été très généreux sur tes apports caloriques et qu'il faut descendre un petit peu. Mais, premier réflexe, je regarde déjà du côté de la dépense énergétique. Ok? Donc, balance, in, out. Petite aparté encore sur un sujet que j'aime bien aborder toujours, j'aime bien toujours mettre les pieds dans le plat, comme on dit. C'est toujours l'histoire de la résistance à l'insuline, de dire que les gens sont devenus résistants à l'insuline, que du coup il faut arrêter de manger des glucides, etc., pour pouvoir perdre du gras. Encore une fois, si on regarde les données scientifiques, pour moi les données scientifiques, c'est on prend les études qu'on fait en chambre métabolique. Les études qu'on fait en chambre métabolique, ce qu'elles montrent, c'est que à calories égales, à protéines égales, donc on mange le même nombre de calories, le même nombre de protéines, la perte de poids sera strictement identique, peu importe la répartition derrière entre glucides et lipides. Donc, calories égales, protéines égales, si tu as un régime low carb, donc peu de glucides, ou un régime low fat, peu de gras, ou un régime équilibré, tu perdras exactement le même poids. Ça, c'est ce qu'on voit en chambre métabolique. Après, il y a des particularités individuelles, il y a de la génétique, il y a des préférences alimentaires, il y a des choses qui peuvent intervenir qui font que peut-être il sera plus pertinent de privilégier les glucides aux lipides ou les lipides aux glucides, mais factuellement, scientifiquement parlant, il n'y a aucune différence et aucune incidence sur la perte de poids. Qu'on le dise une bonne fois pour toutes. Donc ça, c'est hyper important de le redire. Et je te mets encore une fois des études qui le montrent, c'est pas juste mon sentiment, c'est les études qui le montrent très clairement.
Donc il y a encore une fois des critiques qui sont faites sur le modèle des calories ingérées, calories dépensées. Il y a des personnes qui vont dire oui, mais ça compte pas pour tout le monde parce que il y a des personnes qui ont des problèmes de thyroïde, il y a des personnes qui ont des problèmes métaboliques, des personnes qui ont un métabolisme lent, donc du coup ça compte pas. En fait, c'est pas que ça compte pas. C'est juste que, encore une fois, le côté des dépenses caloriques, il est déconnant. C'est qu'en fait, la personne, si elle a un métabolisme lent, elle va dépenser moins de calories que ce qui était prévu. C'est la fameuse cible que je te montrais tout à l'heure. On pense taper dans le vert, on tape rouge, on est à côté. Parce que la dépense, c'est pas exactement ce qu'on pensait. C'est pas que le modèle n'est pas bon entre ce qu'on mange et ce qu'on dépense, c'est juste qu'on dépense moins que ce qu'on pensait dépenser. Donc là, il faut réajuster, se poser les bonnes questions, comprendre pourquoi finalement on ne dépense pas autant qu'on devrait. Est-ce que c'est un problème hormonal? Est-ce que c'est un problème de mouvement au quotidien? Il y a plein de choses qui peuvent entrer en ligne de compte. Là, il faut étudier un peu plus particulièrement pour savoir pourquoi la dépense n'est pas aussi bonne qu'on souhaiterait, pourquoi le métabolisme ne fonctionne pas aussi bien qu'on le souhaiterait. Mais pour autant, on est bien sur un modèle de balance entre les calories ingérées et les calories dépensées. Si on résume cette petite vidéo, on a notre balance, qui est notre balance d'équilibre énergétique. Loi de conservation des masses. Ce que tu manges, soit tu l'utilises en énergie, soit tu le stockes, mais ça ne disparaît pas. Si tu manges plus que ce que tu dépenses, tu vas stocker. Si tu dépenses plus que ce que tu manges, tu vas brûler du gras, tu vas consommer de l'énergie, etc. Si tu veux perdre du gras, le déficit calorique est obligatoire. Donc tu peux très bien ne pas compter les calories, essayer de le jouer comme ça à l'à peu près. À l'à peu près, tu peux très bien être en déficit calorique, mais en tout cas, le déficit calorique est obligatoire, que tu comptes ou tu ne comptes pas ce que tu manges. La qualité des calories est primordiale. D'accord aussi. Les protéines doivent être mangées en quantité suffisante. Beaucoup de personnes ne mangent pas assez de protéines. Et il faut manger sainement. Les calories que tu ingères, ok, elles sont toutes composées de protéines, de glucides et de lipides, mais clairement, manger un hamburger de chez McDonald's ou un hamburger que tu t'es fabriqué à la maison avec des bons aliments, les deux seront potentiellement source de plaisir, mais il y en a un qui sera quand même bien meilleur pour la santé. Il faut penser aussi santé, parce que un corps en santé, un système hormonal en santé, c'est derrière un métabolisme qui fonctionne beaucoup mieux. Et on l'a dit, ton métabolisme, c'est une grosse partie de ta dépense énergétique quotidienne. Donc mieux vaut avoir un corps qui soit en bonne santé. D'accord? Donc quantité, qualité, tout ça c'est important. Ok? Donc ça c'est pour résumer l'histoire de la dépense énergétique. Sur la prochaine vidéo qu'on fera sur le volet nutrition, je vais commencer à aborder un peu plus particulièrement cette histoire de macronutriments. Tu comprennes vraiment finalement à quoi ça sert les protéines, à quoi ça sert les glucides, à quoi ça sert les lipides, qu'est-ce qu'il en retourne vraiment derrière tout ça. Qu'est-ce que c'est vraiment finalement ces macronutriments? Ça, on en parle très bientôt. Voilà, on en termine sur cette vidéo. Comme d'habitude, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en dessous. Je me ferai un grand plaisir d'y répondre. À très bientôt. Ciao.